Merci beaucoup. Et puis moi, je voudrais remercier Jean-Baptiste et Romain d'être là, car ils se sont produits hier à Vernon. Ils ont produit 2 spectacles dans la même journée pour être disponibles avec vous ce soir. Donc voilà, je voudrais qu'on les applaudisse déjà pour commencer. Merci, merci. Alors, Merci. ils ont constitué leur compagnie il y a déjà un bon moment, en 2008, et ils sont tous les deux plasticiens et musiciens. Et la particularité de leur compagnie, c'est donc de faire des spectacles vivants et en même temps du cinéma. C'est du cinéma temps réel, c'est du théâtre d'ombre, c'est de la marionnette, c'est de l'animation. Mais en tout cas, c'est à la fois et du cinéma et du spectacle vivant. C'est très étrange, c'est passionnant. Ils réinventent totalement la façon de fabriquer de l'image. Et c'est très étrange parce que c'est aussi du cinéma éphémère. Donc chaque soir, quand ils se produisent, ils vont refaire le film. C'est la même histoire, mais finalement, elle est toujours représentée peut-être un peu différemment, avec quelques variations. Et c'est ça qui est assez étonnant. Et je vais leur donner tout de suite la parole pour qu'ils vous racontent leurs expériences et puis les raisons pour lesquelles ils font ces spectacles. Et ils interrogent cette façon de mettre en scène. Alors, c'était quoi déjà la question là? Voilà. Il y en avait plein des questions. Alors, comment on a eu l'idée de faire des spectacles? Nous, on vient de la musique. On s'est connus dans une fanfare. Romain jouait de la grosse caisse et moi de la caisse claire. Et un jour, on a été obligé de se rendre compte que la fanfare, ça devenait compliqué pour en vivre. Et comme on est tous les deux peintres, on s'est dit on pourrait essayer de faire un spectacle avec ce qu'on aime, de la peinture, de la musique, et de filmer ça et de le projeter sur un écran. Mais alors on n'y connaissait rien du tout. On est allé chez Emmaüs, on a acheté 2 tables, 40 €, on s'est dit ça y est, on s'est lancé dans la prod. Et on a commencé. On a bossé 8 mois et faut bien dire ce qui est, à part quelques gros écueils au début, on avait fait une grosse installation, on était prêt à peindre. On s'était mis des combinaisons blanches, on avait mis un grand papier, on avait mis des micros derrière le papier pour qu'on entende les impacts des pinceaux. Et quand on a trempé les pinceaux dans la peinture, on s'est regardé, on s'est dit mais on peint quoi? Et du coup, on a pris au hasard dans une encyclopédie, on a tourné les pages, on est tombé sur la photo d'un général. On s'est dit on va faire lui. On l'a massacré. Et on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir envie de faire de la peinture, mais il fallait savoir qu'est-ce qu'on voulait dire, quoi. Qu'est-ce qu'on voulait raconter. Et du coup, après, on est revenu à des choses plus basiques, du fusain, du papier, une caméra au-dessus. Et voilà, on a travaillé 8 mois sur le premier spectacle. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on était hyper content de ce qu'on faisait. Et on s'est dit, mais là, ça va marcher ce truc. Ça va vraiment nous sortir de la merde dans laquelle on est. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important quand on crée un truc, à un moment de sentir, ça nous ressemble, ça nous plaît, et il y a une force et on y croyait à fond parce que si nous on n'y croyait pas, personne n'allait y croire. Et je pense que c'est toujours le cas maintenant. C'est-à-dire qu'on est les premières personnes, il faut qu'on croie le plus en nos projets, personne ne le fera à notre place. Voilà, je sais pas si c'est un... Peut-être mettre quelques images, parce que là, vous avez suscité un petit peu de désir. Mais alors, on va vous mettre un extrait c'est le dernier spectacle qu'on a créé, où on nous voit au plateau, en fait, en train de peindre. C'est une peinture sur verre. Voilà. On va en parler après. Et du coup, je fais ça. Ah non, pardon, je me suis trompé d'extrait, c'est pas celui-là. Donc c'est pas ça. Ouais, ça commence bien. On va faire un peu comme tout le monde dans les projections d'images. Ah oui, alors la vidéo qu'on va vous montrer, c'est pas du tout un truc qu'on montre, c'est parce qu'on a sorti le spectacle il y a 3 semaines, on avait mis une caméra pour s'en souvenir du spectacle. Donc il y a des projecteurs dans le champ, enfin bon, c'est pas du tout professionnel.
Merci. Racontez un petit peu votre dispositif, parce qu'en fait, vous faites tout en temps réel. Les effets spéciaux, l'animation, la peinture et la musique. Alors oui, en fait, comme disait Jean-Baptiste, après la table qu'on a achetée chez Emmaüs, on en a construit une un peu plus performante. Et en fait, on a des caméras, mais elles ne filment pas. C'est pas filmé. Le film est visible que quand on le joue sur scène. Et du coup, on peut filmer le dessus et le dessous de la table. Et puis, on a aussi des séquences qui sont filmées sur les instruments de musique, où on anime sur les instruments de musique. Et on utilise plusieurs procédés. Là, vous avez vu, c'est de la peinture, c'est de la gouache sur verre. Et on a fait une petite animation sur calque avec les deux petits personnages qui marchent, qui sont utilisés, qui sont projetés sur la peinture. Et en fait, au début, on cherchait à pouvoir raconter des histoires. Et du coup, on s'est intéressé à des techniques qui sont issues de l'animation traditionnelle, mais avec la contrainte de le faire en direct. Donc on a utilisé les papiers découpés. Il y a des moments où on voit nos mains, il y a des moments où on ne voit pas les mains. Il y a un jeu comme ça qui se fait au plateau. Et des décors déroulants qui peuvent nous permettre de faire des grands travelling, des scènes de poursuite, d'avoir un peu de dynamique dans les histoires. Et là, on va manipuler des marionnettes, des marionnettes en dessin en 2D, peintes. J'en oublie sûrement. Bah, des fois, la musique, moi je la fais en direct, mais quand on manipule tous les deux, on l'enregistre avant, comme là, c'était le cas pour cette séquence. Et du coup, nous, quand on travaille, on fait d'abord la séquence, on la filme, et après, moi, je compose la musique comme une musique de film. Et après, c'est la musique qui nous guide, et on doit tomber sur les bons impacts, les bons moments dans l'animation qu'on va rejouer sur la musique qui est enregistrée. Et en fait, il y a ici, de ce côté de la scène, il y a un pôle plutôt peinture, animation et un petit peu musique. Et de l'autre côté, un pôle plutôt musique et un petit peu animation. Et du coup, sur scène, on a une petite mixette vidéo et on va pouvoir faire le mixage en direct et les lumières. Donc en fait, et c'est ça aussi la difficulté pour nous, c'est d'arriver en même temps de jouer la scène, d'anticiper la prochaine, parce que ça va très vite, et les scènes s'enchaînent, on n'est que 2 au plateau. En plus, on va faire le montage en fait, du film et régler les lumières et correspondre à la musique. Quand c'est en live, c'est vraiment une histoire de sensibilité. Quand c'est la musique qu'a enregistré Jean-Baptiste, là, quand on met play, des fois ça dure un quart d'heure, et pendant un quart d'heure, on doit coller à la musique, quoi. On peut montrer un autre extrait. Oui, montrer un autre. Alors on a un autre extrait. Mais cette fois-ci, c'est celui que j'avais mis au début. Il arrive. Alors là, on manipule tous les deux du même côté. Alors comme c'est un peu infilmable parce qu'on est dans le noir, donc vous ne voyez pas beaucoup, mais bon, vous nous distinguez à peu près sur le côté de la table.
Ce serait bien que vous nous racontiez un peu vos thèmes favoris, vos histoires, parce qu'il est beaucoup question d'histoire d'amour, d'après ce que je sais, mais aussi d'extraterrestres très très cool et très sympas qui aiment faire la fête. C'était peut-être en partie vos extraterrestres là qui faisaient la fête. Racontez-nous un petit peu aussi votre univers et comment vous organisez spectacle après spectacle, justement, toutes ces histoires créées en temps réel. À chaque spectacle, on essaye d'avoir une idée nouvelle, et des techniques nouvelles, des façons de faire nouvelles. Et puis, alors on est assez désorganisé quand même. Et du coup, des fois, c'est une technique qui va nous donner envie de raconter un passage. En fait, je ne sais pas comment dire, comme si un sculpteur il attaque une grosse pièce de bois et il y a quelque chose qu'il doit faire à un endroit, mais si la veine du bois elle part à un autre, et ben peut-être qu'il sera obligé de partir dans un autre sens. Et nous, on a un peu ce truc-là où on travaille vraiment dans la matière. Et des fois, ça nous amène sur des histoires ou sur des passages différents. Après, à chaque spectacle, on essaye d'avoir des sujets différents, mais je crois qu'on n'y arrive pas trop en fait. Et on raconte un peu. Il y a souvent une histoire d'amour dedans. Il y a souvent une histoire d'aller vers, des gens qui partent, des gens qui se perdent, des gens qui sont seuls, et puis des gens qui se retrouvent. Souvent. Et puis il y a aussi des fois des extraterrestres qui. On pense que s'il y en a, ils sont plutôt sympas et qu'ils aiment plutôt faire la fête et qu'ils ne sont pas du tout intéressés par venir ici parce que c'est pas trop la fête ici. Est-ce que vous avez quelques images à nous montrer du geste du peintre, justement, toute la construction de vos images, comment se prépare cette narration? Je sais que vous ne faites pas de storyboard, par exemple. Vous avez un scénario, mais vous testez vos images, et ensuite vous êtes en total. Enfin, c'est à la fois de l'improvisation et en même temps tout est organisé selon une partition. Quand on crée, c'est vraiment un laboratoire de recherche, ouais. Et quand on joue, c'est un genre de performance dans le sens où on a un top toutes les 10 secondes. Donc c'est assez infernal à jouer, c'est compliqué. Donc c'est très très précis, vraiment au millimètre à la seconde près. Mais quand on crée, par contre, le moment qui est compliqué pour nous, c'est le moment où on rassemble tout et où on en fait un spectacle avec un début, une fin. Ah ben voilà. Ah oui, la particularité de ce spectacle, c'est la première fois qu'on fait ça, on a posé la caméra sur la table. Enfin, à un moment, elle est sur la table. Ce qui permet d'avoir une anamorphose assez énorme. Et puis moi, je suis dans le noir et quand je m'approche des lumières, ça révèle des choses, quoi. En l'occurrence, la guitare. Ça, c'est le même dessin, en fait. On a juste redressé le ciel et du coup, ça crée cette perspective dans le dessin. Et ça fait comme un petit castelet dans lequel nous, on peut... Dans cette scène, il y a un papillon qui vole, c'est en lien avec l'histoire, et ça nous permet de faire des animations dans le dessin ou dans la peinture. Donc on les crée sur scène, et puis ensuite, ça devient le support pour pouvoir animer et raconter quelque chose. Ah ben ça, c'est un extrait du film. Oui, parce que ce spectacle s'appelle Antichambre. Et en fait, on est parti d'une idée, c'est qu'on a voulu faire un court-métrage d'animation qu'on a fait. Et en fait, le spectacle, on s'est dit que ce serait pas vraiment un making-of, mais plutôt le chemin des idées, les recherches de création pour arriver à ce film. C'était hyper compliqué parce qu'on ne voulait pas du tout qu'il y ait de scène... un qui arrive et qui dit « Ah, tu sais, j'ai une idée », et l'autre qui fait « Ah ouais, non, ah ouais, moi ça me donne une autre ». Bon, on travaille comme ça, mais sur scène, ça fait un espèce de faux semblant tous les soirs qui ne nous ressemble pas du tout. Donc on a dû faire un spectacle, que ça reste spectaculaire dans la temporalité du spectacle, mais qui montre en fait des éléments qui sont peut-être pas finis, mais qui semblent finis, mais qui ne le sont pas. L'histoire, elle semble pas finie. Et au final, à la fin du spectacle, on projette le film et là, tout s'aligne et tout se comprend. Donc la peinture blanche que vous avez vue au début avec les deux personnages, dans le film, c'est ça. Et on comprend que
voilà, que c'était une étape, le monochrome. Ça, c'est aussi une scène qui est au début, où on manipule. En fait, là, c'est vraiment de la transformation d'image. Avec un procédé d'optique, on arrive à complètement transformer cette image et la faire varier dans les couleurs. Et il y a le geste, là, vraiment, il y a le geste de la manipulation qui est incorporé dans le plan. C'est une scène où même on dézoome, on voit la table, on voit les lampes, on sort complètement de l'histoire, on revient au plateau, et puis après, on re-rentre dans l'histoire en rezoomant dans cette image. Je sais pas s'il y a encore des trucs. Et ça, c'est une scène aussi qui fait partie du film. En fait, c'est l'histoire d'un... On peut peut-être raconter l'histoire aussi, parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille à sa thèse, à quelque chose, on ne sait pas trop quoi, dans sa chambre de bonne. Il est complètement accaparé par son boulot, et puis un jour, il va retrouver une photo de lui, enfant, qui tient un papillon dans sa main. Et cette photo va lui donner la capacité de nouveau s'émerveiller, de nouveau voir le monde qui l'entoure. Et il va un petit peu lâcher la thèse, il va commencer à regarder le monde extérieur, remarquer sa voisine, avoir le béguin pour sa voisine, et puis partir dans des rêveries, en fait. Commencer à s'évader, tout ça, et finalement rencontrer la voisine. Et on pense que son travail derrière n'en est que meilleur, quoi. En fait, c'est un peu ça l'histoire en surface, mais en fait en sous-face, je sais pas si ça se dit. On voit toutes les émotions en fait des personnages. Là, vous voyez, il y a plein de grains dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on a animé on a pris un ampli, on a gratté du fusain. Et c'est les notes de la musique qui font vibrer le fusain. Et ça, on s'en est servi pour le film. On l'a mis dans les personnages. Et on le refait. C'est une scène qu'on peut refaire sur scène, ça. Et mais en fait, on a imaginé un monde où la première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un, c'est pas à quoi il ressemble, c'est pas sa couleur, c'est pas comment il est habillé, c'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il ressent, ses émotions. Donc là, c'est la photo de lui enfant avec ses parents. Et on ne sait pas trop ce qu'ils ressentent, mais en tout cas, c'est noir et blanc et ça nous plaisait. Ouais. On va vous montrer un teaser où il y a un peu tout. C'est pas trop ce qu'on voulait vous montrer, mais on va vous le montrer quand même. Il y a un peu tout, il y a des images du spectacle et à la fin des images du film. Vous allez comprendre à un moment... Ah non, je ne dis pas.
Donc là, si je comprends bien, c'est des parties du spectacle, donc d'animation créée, d'images créées en direct, mélangées avec des images, des séquences aussi qui ont été préparées pour un film. C'est ça, parce que la progression se fait pendant le spectacle vivant et vous aboutissez à la fin à un court-métrage. Et vous nous raconterez tout à l'heure comment vous avez fait ce court-métrage dans les studios de Folimage à Valence. Ah ouais, alors là, c'est un peu... Là, il y a eu j'ai failli dire à un moment, ça c'est le spectacle, ça c'est le film. Toutes les images de fin animées avec la sirène qui monte, le poisson qui attaque, tout ça, c'est des images qui sont que dans le film. Sur scène, on les fait autrement. À un moment, il y a la sirène qui passe comme ça en papier, et après on la voit. Donc là, dans ce teaser, c'est un peu... c'est pas mélangé, mais il y a un peu les deux. Il y a un peu du spectacle et du film. Et la séquence au-dessus quand ils volent sur le papillon avec le feu qui prend dans l'Amazonie et les oiseaux qui fuient, ça c'est dans le film. Mais sur scène, on fait presque la même séquence, mais elle n'est pas aboutie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le mec sur son papillon, c'est comme si on faisait... on montre le décor déroulant, parce que dans le film, oui, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que le film, on l'a fait aussi avec ce décor déroulant. C'est-à-dire que dans le film, on a mis aussi des techniques qui sont des techniques qu'on utilise sur scène, des décors déroulants, des peintures en direct, des choses comme ça. Donc les deux se mélangent un peu. Je pense que je suis incompréhensible. Mais, enfin, moi, j'aurais rien compris si j'étais à votre place. Je me dirais, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Par exemple, la scène, je ne sais pas si vous avez vu la sirène, ça passe tellement vite. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de elle dans le film, on le monte nous sur scène. Il y a une passoire en fait, on la déplace et puis on voit cette matière un peu abstraite, on la déplace, on voit que c'est une passoire, puis ça revient vers nous. Il y a toute une scène avec les danseurs là, et en fait, quand on voit le film après, on comprend que cette passoire qu'on a vue, c'est ça qui a servi à faire la matière pour la sirène. Donc en fait, pendant le spectacle, il y a plein d'indices et comme des motifs en fait, qui vont jalonner tout le spectacle et qui vont prendre un sens nouveau dans le film et révéler aussi le processus de création du film. Quand on a commencé à parler de ce projet et à travailler sur le spectacle, on a commencé à montrer des extraits à des amis, des gens de notre bureau, enfin voilà, des gens qui nous accompagnent, un regard extérieur. Personne ne comprenait rien et tout le monde disait on va rien comprendre, vous allez vous planter, c'est dommage parce que c'était bien ce que vous faisiez jusqu'à présent et là c'est raté. Mais en fait nous on n'a pas lâché parce qu'on était les seuls à avoir la vision globale du truc et en fait il faut le voir en entier. Si on voit qu'un bout, ben, ça marche pas en fait. Et on a mis du temps avant de se rassurer quand même là-dessus en se disant mais c'est normal qu'ils nous disent que ça va pas marcher parce qu'ils peuvent pas savoir. Et puis on est content parce qu'on a eu raison. On a fait les premières à Charleville-Mézières, ça s'est super bien passé. On a des bons retours et surtout, bah, nous, on est très contents du spectacle. Et puis le public, ils ont compris. Donc c'était quand même la grosse inquiétude. La première, on se disait, mais ça se trouve, tout le monde va sortir en disant, ben, on comprend rien. En fait, non, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est pas facile à expliquer aussi. Mais... Si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas à poser des questions, parce que je pense que là, l'idée, c'est peut-être de faire un peu d'interaction avec vous, si vous avez des questions sur la façon de fabriquer en fait, ces images en direct, qui sont à la fois des techniques de cinéma d'animation, mais pas seulement. Enfin, quand ils font des mouvements de caméra, parce que j'ai compris, bah voilà, en fait, ils approchent le décor et tout de la caméra, quoi. Enfin, et ça marche super bien, où il y a des déroulants, où tout à coup, il y a le geste, ou ce que tu racontais avec ces traces de fusain, et puis finalement, c'est la musique et la vibration qui fait que ça va s'animer. Enfin, c'est tellement étonnant. Ah si, j'ai un exemple. Ouais. Vous avez vu là dans le teaser, à un moment, il y a juste une tache d'encre. Et dans le spectacle, il y a cette tache d'encre, comme ça, qui est posée au milieu de rien. Et puis à la fin, dans le film, on comprend que c'est la tache du coup de foudre. Et du coup, quand on voit la tache dans le spectacle, on se dit, bon, une tache d'encre, ok, c'est sympa, mais c'est beau une tache d'encre. Hein. Mais quand on voit le film, on se dit, ah, c'est ça où il y a... En fait, le film, c'est comme... ça résout pas mal d'énigmes. Ouais.
Et je vous ai vu aussi dans des séquences que vous m'aviez montrées, où on voit que vous faites un dessin, une peinture, c'est un décor, c'est la nature, c'est très très beau. Et puis tout à coup, il y a encore le geste du peintre qui vient, et c'est ce qu'on appellerait, nous, dans le cinéma, une transition. On arrive comme un fondu enchaîné, sauf qu'il n'y a pas, c'est pas un vrai fondu enchaîné, c'est juste le geste du peintre qui fait que ce décor de nature va se transformer en une structure de ville, et puis tout ça, progressivement, on va pénétrer à l'intérieur d'un des immeubles et on rentre dans la chambre d'un personnage, et tout ça juste avec le geste du peintre en temps réel. Enfin, c'est absolument incroyable. En fait, nous, on avait envie de mettre une dimension cinématographique au départ dans les spectacles, évidemment dans le film qu'on a créé, par la transformation. Parce que ce qui nous intéressait, c'était... il fallait maintenir un intérêt pour le spectateur aussi, parce que si on voit un dessin se faire de A à Z dans les règles de l'art, on a compris que c'est une rue, c'est une perspective, et on décroche. Tandis que si on démarre avec une arête d'un côté, un trait de l'autre, une tache ici, on maintient une forme d'intrigue, et ça nous intéressait. Et pour aller plus loin, on a toujours cherché à transformer le paysage. Ça va être une plongée, puis tout d'un coup, en quelques traits, on est en contre-plongée, puis ça s'efface, et puis ça devient autre chose. Il y a les traces de l'effacement. On parlait tout à l'heure des traces sur la peinture. C'est quelque chose qu'on trouve super intéressant, parce qu'on garde le souvenir de ce qu'il y avait avant. On est déjà passé dans autre chose. Et c'est une forme de transition, comme on en a au cinéma, mais vraiment manuelle, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Voilà. Vous faites l'animation, le compositing, le montage, en fait, tout ça en même temps, quoi. C'est du bricolage, c'est à la fois un mélange du cinéma de Méliès avec encore autre chose, quoi. La peinture animée, voilà. Mais je voudrais bien qu'il y ait des questions dans la salle. N'hésitez pas, interrogez les artistes qui sont là. Je suppose que tout ce que vous avez vu a suscité, je l'espère en tout cas, des questions. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. C'est absolument incroyable ce que vous faites. On est très intéressés aussi par le spectacle vivant et l'art visuel dans le spectacle vivant. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure. Il y a une des animations. Est-ce que c'est une projection d'une animation que vous avez fait sur le décor ? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez un vidéoprojecteur derrière votre décor qui vous permet de projeter une animation ? C'est ce que j'ai eu l'impression, mais je n'étais pas sûre. C'est sur quelle partie ? Sur la peinture blanche, sur la gouache blanche. Oui, c'est une animation qui est projetée sous la vitre. D'accord. Et du coup, l'installation, j'imagine qu'elle doit être vraiment complexe à la fin. Et je suis assez curieuse de savoir quelles ont été les étapes aussi de votre travail depuis votre première table, à quoi elle ressemblait et comment petit à petit vous avez construit toute la machine complexe que ça semble être maintenant. La première table, c'est vraiment une table en formica, mais sans le plateau formica. C'est juste le cadre. En fait, on avait besoin d'un... Oh, mais je l'avais enlevé, ça. On avait besoin d'un fond, comme un fond perdu, quoi, comme un banc-titre, parce que ça existe, les bancs-titres, évidemment, mais à emmener sur scène, c'est pas évident. Donc nous, il nous fallait quelque chose de mobile, et pouvoir filmer par au-dessus, par en dessous. Donc on s'est dit, on trouve une structure, un cadre avec des pieds, et puis ça a été ça. Après, on en a construit une, un peu instable, parce qu'on avait accroché le décor déroulant, on avait changé les plateaux, parce qu'il y a un peu de peinture au sable aussi. À un moment, il y a tous les plateaux où on fait du fusain. Quand le dessin est fini, il faut le changer, il faut mettre un autre plateau. Il nous fallait quelque chose de polyvalent comme ça. Puis après, on l'a fait construire. On a pas mal voyagé en fait avec nos spectacles à l'étranger. On a pris des avions, donc on a tout. Cette table, on l'a fait en aluminium pour qu'elle soit légère. On avait tout le matos dans des valises à roulettes pour pouvoir être le plus mobile possible. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a évolué. En fait, elle est née des nécessités, quoi. On s'est pas dit, tiens, on va faire une table où il y aura tout ça. Ça, c'était impossible de prévoir ce dont on avait besoin petit à petit, de spectacle en spectacle. Elle s'est améliorée. Là, elle s'est simplifiée. Elle est carrément plus petite qu'au début. Et puis après, sur tout ce qui est caméra,
Au début, on n'avait rien, donc on nous a prêté des caméras. C'est des caméras pour filmer l'arbre de Noël, quoi, un peu. Et puis après, j'ai le père d'un copain qui m'avait prêté une mixette. Il m'avait prêté pour 1 mois. On l'a gardé 1 an. Je l'ai pas rappelé, je répondais pas au téléphone. Enfin, c'était l'enfer. Et du coup, on a fini par faire une date à Paris, dans plutôt une salle de concert. Et là, je l'ai invité. Et on a pris le cachet et je lui ai dit, bon, je peux pas te la rendre parce que déjà on en a encore besoin, puis en plus c'est indécent de te rendre un truc 1 an après. Donc je lui ai dit, par contre on prend le cachet et on te l'achète. Et je lui ai donné le cachet et il a pris l'argent et il était content parce que lui il en faisait rien de ce truc en fait. Ouais. Et du coup, tout ça pour dire que c'est en fait des petites rencontres, des petits détails, des petits soutiens, des petits trucs qui font que finalement ça se construit et que une histoire se construit. Et c'est vrai qu'on est 2 sur scène, mais que finalement, il y a plein de gens qui ont participé à nous amener là où on est, des conseils, des soutiens. Et finalement, nous, ce qui comptait, c'est d'avoir 2 caméras et une mixette. Et à partir de là, on met un papier, on regarde et un vidéoprojecteur. On met un papier, on regarde, on essaye en mettant une lampe comme ça, une lampe comme ci. On a beaucoup de séquences dans les autres spectacles, beaucoup de séquences dans des aquariums. Pareil, voir ce que ça fait quand on jette de l'encre dedans, quand on met ci. Donc c'est beaucoup de temps de recherche entre guillemets. Après, ça se fait pas forcément à 8h du matin en grande forme. Hein. Ça peut être à 4h du matin en méforme. Et on n'a pas forcément des moins bonnes idées. Hein. Je dis ça. C'est combien de temps le réglage d'un spectacle, entre toute la conception d'un spectacle, son rodage, les répétitions, avant de pouvoir le produire sur scène? Parce que en fait, ça fait comme ça, vraiment bricoler, mais c'est un réglage extrêmement pointu, en fait, extrêmement millimétré. Donc, ouais, ça vous prend. Quel est le processus? On va faire une moyenne parce que oui. Ils nous ont pas demandé tous le même temps de travail, mais en moyenne, c'est 2 ans. Ouais. C'est 2 ans de travail entre l'idée, les premières idées, les premiers dessins, les premières recherches, les premières notes de musique. Après, on travaille par tableau souvent. Et puis on tourne beaucoup, donc entre les tournées, on travaille tout le temps en fait. Entre les tournées, les créations, puis comme on crée, on interprète. Le spectacle il peut se jouer qu'avec nous. Donc on est tout le temps en tournée ou tout le temps en création. Et là, pour le dernier, c'est un peu plus, c'est 2 ans et demi, je crois, voire même plus. 2019, ça a commencé. Ouais, parce que en fait, y a eu le Covid et nous, on s'est dit, c'est peut-être le moment de le faire, ce film d'animation qu'on veut faire depuis longtemps, et on avait du temps, puis on s'est rendu compte qu'en fait, après le Covid, il a pas duré assez longtemps et le film n'était pas fini. Donc, on a dû continuer sans. Et ouais, on s'est pas mis toutes nos chances de notre côté parce que en plus c'est du calque. On a vraiment utilisé de la technique pour les animations que vous avez vues. Là, on en a encore qu'on pourrait montrer. On a fait du calque par calque. Donc là, vraiment, en termes de perte de temps, c'est optimum. Et pardon. Oui. Je voudrais savoir, alors, je vais être un peu provocateur, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà envisagé, avec tous les matériaux que vous construisez, musicaux, images, animations, matières, ces matériaux, vous pourriez les exploiter aussi, et d'une certaine manière, vous le faites, je crois, en improvisation, par rapport à le moment, etc. Il y a une part d'improvisation, le côté spectacle vivant. Est-ce que vous avez déjà envisagé de travailler avec d'autres artistes en live? 2 exemples. Avoir la musique qui est faite par un DJ qui fait des lives, et donc il va y avoir un dialogue entre ce que vous produisez en termes d'images animées et de projection et la musique. Ou un exemple inverse, je pensais à un réalisateur québécois qui s'appelle Pierre Hébert, qui fait du cinéma directement sur pellicule, et il le fait en live avec des boucles. Et donc, la pellicule passe en boucle et l'image évolue. Voilà 2 exemples, juste pour une question.
Est-ce que vous avez déjà envisagé ça, eu envie de ça, ou est-ce que vous pensez que ça peut se produire, ou au contraire, vous êtes vraiment dans une démarche prédéfinie, systématique, organisée, systémique? Alors nous, on est dans une démarche prédéfinie et totalement rigoureuse. On n'a pas eu jusqu'à présent envie de rencontrer, de partager sur scène avec d'autres artistes. Le côté improvisé, c'est pas trop notre truc. Après, dans ces spectacles, hein. Après, nous, on fait à côté des choses qui n'ont rien à voir quand on a le temps. Mais justement, ce qu'on a voulu faire, par contre, c'est une grosse part d'interprétation. C'est-à-dire que je pense que dans 25 ans, il y aura encore des grands concertistes qui interpréteront, je sais pas, Schubert ou n'importe quel grand compositeur, et les salles seront pleines. Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose dans l'interprétation qui est... D'ailleurs, on fait des expositions avec les spectacles. Par exemple, si on fait un dessin au fusain, on peut, dans une exposition, on a pas mal de trucs à exposer, mais on peut en exposer 50, 100, 150. Et du coup, ça me montre quelque chose, c'est que c'est toujours le même sujet, c'est grosso modo le même dessin, mais c'est jamais le même dessin. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît. C'est-à-dire que ça va dans une précision, dans quelque chose à chaque fois qu'on joue, même les spectacles on a joué 400 fois, 500 fois, et à chaque fois on débriefe après. Ah ben là, j'étais un peu en avance. Ah ben là, donc on est dans quelque chose qui est comme ça. Mais là, en même temps, on est allé un peu contre nos principes, puisqu'on a fait un partenariat, enfin un featuring avec une compagnie de marionnettes, où on a fait 3 minutes d'images qui sont projetées sur une danseuse. Et puis on a fait la musique aussi de tout le spectacle. Mais on n'est pas sur scène. Mais par contre, on a produit les images et on a fait la musique pour leur spectacle. Après, c'est des occasions, c'est des rencontres en fait, ça, je pense, c'est ce dont vous parlez. Peut-être qu'un jour, on va rencontrer, je sais pas moi, un circassien qui va nous dire, pour essayer de faire un truc, et on se dira, ouais, c'est génial, et on le fait. Pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions du public, pas inattendues, mais peu communes, ou des expériences comme ça? Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'on a eu la chance de beaucoup voyager avec les spectacles. Et du coup, il n'y a pas de texte, ou très peu. Quand il y en a, je sais pas, un japonais le voit en allemand et comprend le spectacle, donc c'est pas un problème. Et en fait, ouais, c'est étonnant parce que des fois c'est cool, des fois c'est moins cool. En Angleterre ou aux États-Unis, ils viennent voir un spectacle, ils viennent participer, ils viennent s'amuser. Donc, on avait un spectacle, nous, qui se passe dans un cirque, où il y a un présentateur qui présente des numéros et qui dit, sous vos applaudissements, la grande Irina Kourgikova. En France, c'est nos régisseurs qui commencent à applaudir pour faire la claque, et après, ça part. Et après, à chaque fois que le présentateur vient, tout le monde applaudit. Première fois qu'on joue à New York, et sous vos applaudissements, on n'a même pas entendu le nom de la... On s'est dit, ah ouais, là, c'est comme... Après, on a eu des... Ouais, donc les réactions sont différentes. Des moments en Angleterre, à Londres, où on faisait des trucs, nous, qu'on ne savait pas que c'était drôle, en fait. Et eux, oui. Et ils ont adoré, hein, mais... Je sais pas ce qu'on a eu d'autre. Ouais. Alors moi, je suis désolée, c'est très terre à terre, mais vous dites que vous mettez 2 ans et demi... J'étais où? Ah. Vous dites que vous mettez 2 ans et demi à faire un spectacle, donc en fait, comment il est financé? Est-ce que vous avez des résidences et des choses comme ça, quoi? Je suis désolée de cette Non, c'est très bien. On a une chance énorme. C'est que moi, j'habite dans le 20e et j'ai un sous-sol de 20 mètres carrés où on a fait 70% de tous nos spectacles, y compris celui-là, y compris le film. Et du coup, c'est hyper important. Et comme je disais au tout début, on a mis 40 € à Emmaüs et on s'est dit, on s'est lancé dans la prod. On a toujours été le producteur principal de tout ce qu'on fait. Et ce studio, ce sous-sol, c'est un outil de travail. Et je pense que tout artiste qui crée, alors principalement dans des choses qui sont très chronophages, s'il a l'outil pour le faire, c'est beaucoup plus simple. Après, on a aussi maintenant, on a des coproducteurs, des théâtres qui coproduisent. On est artiste associé de plusieurs théâtres, le théâtre de la ville, un théâtre à Vendôme.
Et puis voilà, des coproducteurs qui investissent sur notre prochain spectacle. Après, c'est toujours un peu compliqué, mais le plus gros producteur, c'est nous. Ce qui nous donne une liberté, notamment quand on a tourné le film, le court-métrage, là, qui a quand même pris du temps et coûté très cher, et qu'on a autoproduit et qu'on a entièrement financé. Ouais, j'ai une question. Bravo déjà pour votre... c'est magnifique votre travail. C'est quoi le procédé de création pour chacune de vos histoires avant de faire le spectacle? Ouais, c'est assez variable. Ça, c'est le 6e, celui qu'on vous a montré, c'est le 6e spectacle qui vient de sortir. Le premier, comme disait Jean-Baptiste, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire. On voulait juste faire des images, raconter une histoire, mais on ne savait pas laquelle. Et c'était assez empirique. On s'est retrouvé beaucoup avec la matière, et c'est la matière qui nous a inspiré des choses, on peut dire. Après, on a des scénettes. L'histoire est assez délirante et éclatée, et ça on aime bien, ce côté-là un peu déroutant aussi dans l'histoire. Par tableau, elle fonctionne beaucoup par tableau, et par technique. Le décor déroulant, on a fait une grande poursuite, les papiers découpés, c'est très dynamique, un peu comme il y avait quand on était gamin, enfin pour certains, des trucs avec de l'animation papier. Voilà, on s'est servi de tout ça pour raconter une histoire, mais assez simple. Ensuite, on a raconté on a fait un spectacle autour des congés payés, mais c'était plus l'occasion de faire un spectacle sur les vacances que sur l'acquisition sociale. On avait besoin de vacances, je pense, à cette époque-là. Et il y a une histoire, pas d'amour, mais ensuite 3 personnages qui sont plus ou moins ensemble, quoi. On ne sait pas trop. Mais ils sont 3. Comment? Mais ils sont 3. Après, je ne sais pas comment expliquer les autres costumes. Il y en a un qui s'appelle Les costumes trop grands, et qui était, le titre était annonciateur de la suite. On s'est lancé dans un spectacle où il y avait 10 caméras sur scène et, je sais plus, 5 vidéos proches, un truc comme ça. Très compliqué à mettre en place. On a fait une première catastrophique, mais catastrophique, hein. On n'était pas prêt du tout. On a fait le premier filage 2 jours avant, ne faites jamais ça. Et on a eu de la chance parce que il a neigé beaucoup ce soir-là. Du coup, la plupart des pros qui devaient venir n'ont pas pu venir. Ils ont tous annulé. Et des fois, on a quand même une bonne étoile, hein. Et après, il y en a qui étaient là, et puis il y en a qui ont compris et qui nous ont dit, vous allez retravailler. Moi, je le garde dans ma prog, et je suis sûr que vous allez le redresser et que ça va être super. Et il y en a qui nous ont sorti de leur programmation et qui ont été dire à d'autres, surtout ne le faites pas. Alors nous, on a de la mémoire pour ceux qui étaient avec nous, mais aussi pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et comme on n'a jamais rien demandé à personne, parce que ça a marché tout de suite et qu'on n'a pas dû aller à des avant-premières avec un dossier pour supplier quelqu'un de bien vouloir jeter un œil sur notre travail, et qu'on a fait des rencontres incroyables et toujours très sympathiques et amicales, et on ne s'est pas gêné pour avoir de la mémoire dans tous les sens. Après, on a eu un spectacle on a travaillé avec PEF, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Le Prince de mots tordus. Et là, c'est lui qui est venu nous voir et qui nous a dit, mais je vous ai écrit une histoire, c'est pour vous, vous en faites ce que vous voulez, vous la mettez en scène, c'est pour vous. Donc là, c'était un peu un cas particulier. C'est une forme aussi de partenariat avec quelqu'un, effectivement, dans l'écriture. Et puis... Stellaire. Ouais. Stellaire, on avait écrit une histoire géniale. Et puis on jouait génial, qu'on trouvait génial. Et surtout que c'est la première fois qu'on s'est dit, là maintenant on fait bien comme il faut, comme on nous a dit. On commence par écrire une histoire. Donc 3 mois on écrit. On se fait aider par une copine scénariste et tout. Enfin bon, bref, on le fait vraiment bien. On va jouer à Groningen, dans le nord de la Hollande. Et là, il y a un couple qui débarque à la fin, qui vient nous voir, qui nous dit, nous, on est astrophysiciens, là, et on trouve que vos techniques, là, ce serait génial pour raconter l'histoire de l'univers. Et là, on s'est regardé, en une seconde, on a perdu 3 mois. Et on est parti sur l'histoire de l'univers. Et on a mis 3 ans à le faire, et c'est celui-là qu'on a joué hier et qu'on tourne encore maintenant. C'est une histoire de l'univers, en fait, c'est sur l'expansion de l'univers, mais comme on ne voulait pas faire non plus un truc trop scientifique et trop compliqué, on a fait le lien entre ça et une histoire d'amour, puisque
ce qui se passe dans l'univers dont on est sûr, c'est que c'est une expansion, et que ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un, c'est pareil, c'est une expansion. Et du coup, on s'est dit que si on était là en train de se parler, c'est peut-être parce qu'on est issu de milliers de mini Big Bang qu'on fait qu'on est là. Et si ça se trouve, il y a des extraterrestres cool qui aiment danser. Et il y en a en plus dans le spectacle. On en a mis. Cool. Bon, on va s'arrêter là. Non, mais il faudrait qu'on monte quand même. On a un truc d'1 minute du film. Ah allez, oui. C'est le début du film. Oui, on veut voir le film. On est dans un truc d'animation et on a fait un film quand même. L'abysse, tu veux pas plutôt la... Ah, le deuxième? La sirène ou le début? Vous voulez la sirène ou le début? Puisqu'on a droit qu'à un. La sirène, il est plus long, la sirène. Il est un peu long. Ouais, on va faire la sirène. Allez, on vous met la sirène. Si j'y arrive. Sinon, allez sur leur site et puis repérez toutes les dates. Et, si vous avez l'occasion de voir leur spectacle, franchement, vous ne le regretterez pas. Pourquoi il y a plein de trucs là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas. Appuie sur le vert là-bas. Là. Ah voilà. Je vois rien du tout. Donc, le vert là. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment pas du tout informaticien. Ah voilà. La sirène? La chambre, c'est bien quand même. Hein. Bon, on met la chambre. Je mets la chambre. Non, mais bon, t'es sur la sirène là? Non, c'est les abysses, ouais. Ah bah, mais la sirène alors. Est-ce qu'ils l'ont vu un peu la sirène? Ouais. Allez, vas-y. Merci. Merci. Mais on n'a pas eu le temps de le dire, mais en fait, ce film, c'est aussi grâce à une rencontre complètement imprévue avec Corinne Destombes des studios Folimage, qui était venue voir notre spectacle. À la sortie, qui nous a dit c'est quoi le prochain? On lui a dit un court-métrage. Elle a dit vous voulez pas visiter les studios? On a dit bah ouais, on ne sait pas ce que c'était. Et du coup, on a visité et de fil en aiguille. Voilà, donc merci à elle et au studio Folimage.